Nous allons passer à la deuxième intervention, donc le docteur Renaud Persson, qui va nous parler des difficultés pratiques sur le terrain à la mise en place de la surveillance biologique de l'exposition professionnelle dans le cas des sols pollués et dans le cas des fumées de bitume. Rebonjour. Donc, même si on est tous et de plus en plus archi-motivés sur la biométrologie, il ne faut pas nier que ça présente un certain nombre de difficultés pratiques. Donc lorsqu'un médecin ou lorsqu'une équipe en fait veut prescrire et mettre en place la surveillance biologique, il peut arriver qu'il y ait tout un tas de petits nuages noirs qui s'amoncellent en fait au-dessus de notre tête parce qu'on commence à se poser plein de questions. Quels agents chimiques il faut que je cible? À quelle fréquence, vous avez cité la question tout à l'heure, à quelle fréquence est-ce que je dois renouveler cette surveillance? Comment est-ce que je vais organiser en termes de logistique? Comment est-ce que je vais transporter les échantillons? Comment interpréter les résultats? On en a parlé hier, les différentes valeurs d'interprétation, comment on les utilise les unes par rapport aux autres. Combien de sujets? Comment est-ce que j'échantillonne en fait ma population, mes groupes d'exposition pour avoir à la fois suffisamment de sujets pour que ce soit représentatif et pas en avoir trop pour que ce soit pas chronophage et que ça coûte pas trop cher non plus. Comment restituer les résultats à l'entreprise de façon collective et anonymisée? Comment organiser le recueil des échantillons? Quels biomarqueurs prescrire? Comment restituer aux patients? Quel laboratoire, etc., etc. Donc c'est vrai que ces difficultés, elles existent, d'où l'intérêt du mot-clé qui a été prononcé plusieurs fois, d'où l'intérêt de protocoliser, à la fois pour rationaliser un petit peu la démarche, et puis surtout pour s'appuyer sur les différentes compétences en interne de vos équipes pluridisciplinaires et de répartir les tâches en fonction de ces compétences. Donc parmi les questions à traiter, il y a un certain nombre de questions, donc on peut reprendre cette fois-ci de façon peut-être un peu plus chronologique en termes de démarche. Comment identifier les agents chimiques dangereux éligibles à la surveillance biologique? Tous ne le sont pas, bien évidemment. Comment savoir quel biomarqueur prescrire? Combien de sujets inclure? À quel moment prélever ces échantillons? Comment j'organise en pratique le recueil des échantillons sur le terrain avec les contraintes de terrain, des horaires postés, des changements de procédés, d'activités, des aléas, du Covid, tout ce que vous voulez. Comment je réachemine le transport des échantillons? Il y a eu des questions aussi qui m'ont été posées lors du cours pré-congrès. Est-ce que c'est acheminé directement au laboratoire? Est-ce que ça passe par un transporteur? Est-ce que j'adresse mon patient à un laboratoire de proximité pour qu'il se fasse prélever? Est-ce que dans certains cas, je demande au patient à l'issue de la consultation de recueillir ses échantillons urinaires, mais dans la mesure où c'est pertinent par rapport à la période d'exposition? Donc il y a toutes ces questions pratiques. Et puis comment interpréter les résultats? Donc ce que je vous propose, c'est d'illustrer un petit peu cette démarche pour deux secteurs d'activité. Donc j'ai choisi deux secteurs, je pense, qui vous parlent bien. Donc l'application d'enrobés routiers et puis la dépollution des sols, dont on a quand même déjà un petit peu largement parlé hier. Donc si on déroule la démarche et si on essaie de répondre aux questions que j'ai listées en introduction, donc identification des agents chimiques dangereux, là, il faut être rationnel, mais il faut être pragmatique. Sinon, c'est comme quand on va chez un garagiste et qu'on étudie les fiches de données de sécurité, on peut sinon rapidement se noyer. Et le but, c'est d'arriver à rationaliser la démarche et à identifier les agents chimiques dangereux qui sont pertinents en fait à cibler en termes de surveillance, qu'il s'agisse de surveillance d'exposition dans l'air ou au niveau biologique. Sur les applications d'enrobés routiers, il y a deux familles de polluants en fait qui ressortent. Donc d'une part les fumées de bitume et d'autre part les HAP à nouveau. On aurait pu citer des polluants qui sont issus des gaz d'échappement des engins, donc là aussi des moteurs diesel, des produits de dégradation des huiles végétales qui sont utilisés parfois pour nettoyer la table des finisseurs, des additifs, etc. Mais il faut bien faire des choix et commencer par quelque chose. Donc là, on peut citer les fumées de bitume et les HAP comme deux familles importantes. On a des documents sur lesquels s'appuyer également pour rationaliser cette démarche. Pour les fumées de bitume, il y a un très beau rapport. Alors, il a 10 ans, mais je trouve qu'il est quand même encore bien d'actualité, qui a été publié par l'ANSES en 2013, justement, sur les émissions des fumées de bitume, et qui précise la nature des principaux composants qu'on retrouve dans ces fumées de bitume en fonction d'un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles je vais revenir. Pour la dépollution des sols, la réponse là non plus n'est pas immédiate, ni évidente a priori, puisque les sols pollués, la nature de la pollution des sols dépend de l'activité historique qu'il y a eu sur ces sols précédemment. Il y a des bases de données qui existent. Donc il y a la base de données Basol qui est maintenant remplacée par la base de données nationale Basia qui recense plusieurs centaines ou milliers, je crois, de sites et sols pollués en France et qui précise les principales familles de polluants qui sont retrouvés dans ces sols pollués. On retrouve en termes de polluants principaux des
hydrocarbures, on retrouve également des métaux, des hydrocarbures chlorés, des HAP. Donc avec ces 4 familles de polluants, vous avez à peu près 90% des polluants retrouvés dans les sites et sols pollués. En ce qui concerne les métaux, la même base de données vous indique qu'il y a certains métaux qui sont retrouvés plus fréquemment dans ces sites et sols pollués sur le territoire, notamment des métaux qui ont été cités hier par Chloé Bidot et Benoît Adjé, du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome et du cuivre. Alors ce n'est pas pour autant que pour le site que vous allez suivre, ce sera ces agents chimiques-là. Il y a une nécessité de disposer du carottage et de la composition en fait des polluants dans le sol pour votre site en question, et vous pouvez déjà avoir une pré-idée de ce que vous êtes le plus susceptible de retrouver en termes d'agents chimiques dangereux et donc en termes d'exposition de vos patients. Il y a un certain nombre de variables complémentaires qui peuvent être importantes à étudier pour mieux interpréter les résultats. Donc là c'est pareil, ça ne s'invente pas, il faut faire un petit peu de bibliographie, s'appuyer sur lire, faire appel aux experts, échanger avec les entreprises, vous faire votre propre idée. Au niveau de l'application routière, on peut en citer certains. Mais dans les facteurs qui vont être associés à une plus ou moins grande émission de fumée de bitume et d'HAP, on peut citer la proportion de liants bitumineux en fait, dans la composition des enrobés. On peut citer la température à laquelle sont appliqués ces enrobés. Il y a des enrobés qui sont appliqués à chaud, donc autour de 160-170 degrés. Il y a des enrobés qui sont appliqués tièdes, autour de 130-140 degrés. C'est bien évidemment un facteur qui va influencer les expositions. Les conditions ambiantes extérieures, puisque ce sont des chantiers qui se font en extérieur. Des caractéristiques techniques comme les systèmes d'extraction des fumées utilisés, présents ou pas en fait sur les finisseurs, la nature des additifs, et puis certains facteurs individuels dont on a parlé dans la présentation précédente. Le tabagisme à la fois comme source d'exposition potentielle aux HAP, mais également comme source d'exposition indirecte éventuellement par ingestion de particules lors du tabagisme si les mains sont pas propres. Et puis d'autres cofacteurs comme par exemple la coexposition à ces mêmes HAP en fonction des habitudes alimentaires, s'il y a la consommation de viande grillée, de barbecue, etc. Pour la dépollution des sols, également certaines variables importantes, donc la nature des polluants. Là, il n'y a pas de secret en fait, il faut avoir accès à la composition de ces sols pollués en fonction des carottages et des analyses qui ont été faites préalablement. Là, on ne peut pas y couper, il faut avoir accès à ces informations-là pour voir l'intensité de la pollution, donc mesurée en milligrammes par kilo, et orienter votre stratégie de surveillance en fonction. Et puis il y a d'autres critères qui sont importants. Est-ce que les substances en fait elles sont bioaccessibles? Donc hier il a été question du mercure. Chloé nous a présenté une étude sur l'exposition mercure dans des chantiers de dépollution. Ce mercure il n'a pas été pris au hasard parce que c'est le métal qui est le plus volatile à température ambiante. Donc ça c'était un critère également de choix dans la stratégie de surveillance. Donc je vous renvoie à la très belle étude qu'ils ont publiée l'année dernière justement sur leur stratégie de surveillance dans les sols pollués donc pour les salariés du BTP. En fonction de tout ça, quel biomarqueur prescrire? Eh bien là, c'est là où c'est important à la fois de regarder Biotox, on en a parlé hier, et surtout d'échanger avec votre laboratoire pour définir la meilleure stratégie. La vie, je ne vais rien vous apprendre, est faite de compromis, mais là c'est pareil, c'est un compromis entre l'idéal, ce qui serait souhaitable de faire, ce que vous pouvez faire en fonction des contraintes pratiques, de l'intérêt des marqueurs ou de la limite de ces marqueurs biologiques et du coût de ces marqueurs. Pour la surveillance de l'exposition aux fumées de bitume et aux HAP dans les enrobés routiers, le rapport de l'ANSES de 2013 proposait une stratégie à 2 étapes. Mesure de la totalité des fumées de bitume dans l'air, avec le calcul d'un indice global. Donc l'INRS a même proposé une valeur, alors qui n'est pas une valeur sanitaire, c'est vraiment simplement une valeur technique pour la concentration de ces différentes fumées de bitume dans l'air. Et au niveau biologique, au fur et à mesure de l'expérience qu'on a acquise, il y a un certain nombre de marqueurs qu'on peut proposer et qui sont pertinents pour ce secteur d'activité, qu'ils ne sont peut-être pas sur d'autres secteurs d'activité, mais en fonction de la composition du mélange d'HAP en fait, qui sont présents dans ces fumées de bitume, on va essayer de cibler en termes de marqueurs biologiques les métabolites des HAP qui sont les plus abondants dans l'air. Pour tout ce qui est émission de fumée de bitume, les HAP les plus abondants, ça va être les HAP légers, donc le naphthalène, le fluorène, le phénanthène, le pyrène. Donc on va avoir tendance à proposer une surveillance biologique en ciblant les marqueurs à prescrire qui sont issus justement de ces HAP majoritaires. Donc tout ça, c'est vraiment important d'échanger, de faire votre propre idée et d'échanger avec le laboratoire en amont. Pour la dépollution des sols, ça dépend justement de différentes caractéristiques. Ça dépend pour les métaux de la volatilité des métaux. On a parlé du mercure hier. Et puis ça dépend surtout
de la nature des polluants. Benoît Hadjé hier nous a rappelé l'importance d'avoir une stratégie qui reflète également la période d'exposition. Et il a très bien illustré ça justement avec certains marqueurs qui reflètent plus l'exposition récente. Il nous a cité l'exemple de l'arsenic, et des marqueurs qui reflètent plus l'exposition chronique, donc toujours le mercure au niveau urinaire et puis la plombémie. Donc ça, c'est une stratégie rationalisée qui est tout à fait pertinente et qu'on doit se poser en amont de la réalisation de la surveillance. Donc les métiers à surveiller, ça vous les connaissez mieux que nous, il n'y en a pas forcément 50 dans ce secteur d'activité. Sur l'application des enrobés routiers, on va retrouver le trio classique, le conducteur du finisseur, le régleur du finisseur, qu'on voit ici, et puis les tireurs râteaux qui sont derrière, juste derrière le finisseur. Et puis on a d'autres postes également qui gravitent un petit peu autour, un petit peu plus à distance, le conducteur du compacteur, donc il va écraser l'enrobé lorsque l'enrobé a été appliqué par le finisher, et le conducteur de l'alimentateur, mais qui est devant et qui vient alimenter régulièrement le finisseur, puisque c'est des chantiers qui sont mobiles. Pour la dépollution des sols, on en a parlé hier, donc il y a les postes principaux, donc le conducteur de l'excavatrice, donc le conducteur de la pelle mécanique. Il y a souvent des opérateurs à pied qui sont autour. Il y a des conducteurs de camions, et puis il ne faut pas oublier d'autres personnes qui sont susceptibles d'intervenir sur ces sols pollués, peut-être de façon plus ponctuelle et moins longue, mais qui peuvent être également exposés, je vais y revenir tout à l'heure. Donc soit des ingénieurs qui viennent faire un tour sur le chantier, qui viennent faire des audits, qui viennent faire des prélèvements d'échantillons, soit des échantillonneurs. À quel moment prélever les échantillons ? Mais là, ça va dépendre de différents critères, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc la matrice biologique, quand on peut recueillir des urines, c'est toujours plus simple que de recueillir des échantillons sanguins, parce que là, le prélèvement non seulement est invasif, mais il y a une logistique, une organisation qui est plus complexe. Néanmoins, comme l'a illustré Benoît Hadjé hier, en fonction de la durée des chantiers, parfois on est bien content de mesurer le mercure sanguin plutôt que le mercure urinaire, si la durée du chantier est trop courte, pour qu'on voit une répercussion justement sur le mercure urinaire, qui est vraiment un marqueur d'exposition chronique. Donc ça, c'est à nouveau un compromis. Il faut qu'il y ait suffisamment, donc c'est un compromis entre la cinétique d'élimination des marqueurs, c'est-à-dire au bout de combien de temps ils apparaissent après l'exposition et en combien de temps ils disparaissent, et c'est un compromis en fonction de la durée des chantiers. Donc ça, on fait au mieux en fonction de ces différentes contraintes pratiques et scientifiques. Attention aux conditions météorologiques, Manon en parlait tout à l'heure, elle nous disait si voilà, on prévoit au mieux, on prévoit des prélèvements le lundi, et puis pour X raisons, le chantier est décalé. Là, ce qui peut arriver également, c'est que soit le chantier soit décalé, soit le chantier se maintienne, mais que les conditions météorologiques, puisqu'un extérieur, soient pluvieuses. Faire des prélèvements d'air ou une surveillance biologique sur un chantier un jour où il a plu toute la journée, ça présente très peu d'intérêt, puisque tous les polluants, ils vont être soit dissous dans les gouttes de pluie, soit plaqués au sol. L'exposition, elle sera absolument pas représentative, en fait, en fonction de ces conditions météorologiques. Donc le recueil des échantillons, ça c'est des choses également très pratiques. Comment on recueille les échantillons sur le terrain ? Là on est sur des chantiers en extérieur, donc on fait là aussi au mieux, donc, en fonction de ce qu'il est possible de recueillir au niveau de la base de vie chantier. On envoie le matériel de prélèvement quelques jours en amont. Quand c'est possible, et c'est vraiment souhaitable à mon sens, la présence du service de santé au travail est indispensable pour s'assurer que tout se passe bien. Pour réexpliquer, il y a un mot très important que vous avez prononcé tout à l'heure, rassurer. Donc ça, c'est vraiment indispensable de rassurer en fait l'entreprise, les salariés en amont, le jour des prélèvements, de leur rappeler les règles et de s'assurer que tout se passe bien pour que les résultats soient les plus représentatifs possibles. Mise à disposition du matériel, il y a les préconisations par rapport au transport. Et puis en cas de sous-traitance, il y a ce dont il a déjà été question hier, pouvoir échanger, la nécessité d'échanger entre l'entreprise utilisatrice et le sous-traitant, pour ne pas perdre d'informations en route, parce que c'est bien ça le problème. Non seulement il y a la difficulté de récupérer l'information, mais souvent on perd de l'information. Plus il y a de sous-traitants, plus on perd d'informations, et moins c'est simple. Ça, je vais passer rapidement. Modalité d'interprétation des résultats, ça va évidemment faire appel à la comparaison de vos résultats en fonction des valeurs d'interprétation. Donc, on en a largement parlé déjà hier. Fabrice Michel a rappelé hier donc, les différentes valeurs d'interprétation utilisables. Donc, les VBI, donc les valeurs d'interprétation en milieu professionnel, et puis les valeurs en population générale, qui sont également l'objectif de prévention ultime pour les cancérogènes. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment reprendre en compte toutes les informations que vous aurez récupérées au départ. Donc, tout ce qui fait la spécificité, en fait, de l'exposition sur un chantier d'application d'enrobé, avec des variables qui ne seront pas les mêmes que sur de la dépollution des sols ou sur de
l'exposition au plan sur des canalisations. Donc c'est là où on a besoin de spécificité sur la nature des informations à utiliser pour interpréter et pour restituer de façon fiable et sur les résultats. Non, ça ne marche pas de temps en temps. Donc je vais vous présenter rapidement quelques résultats d'études qu'on a pu faire. Donc pour la dépollution des sols, ça va être assez similaire à ce qui a été présenté hier. Donc c'est assez cohérent avec les résultats des deux études qui vous ont été présentées hier. On a pu suivre avec différents services de santé au travail une quinzaine de chantiers de dépollution des sols entre 2017 et 2023. Donc ces chantiers étaient des chantiers qui duraient de quelques semaines à plusieurs mois. C'était des chantiers qui étaient systématiquement en extérieur. On n'a pas eu, nous, de tente de confinement comme ça nous a été présenté hier. Certains avec arrosage des terres, d'autres sans. Pour les concentrations de métaux, vous avez ici une représentation graphique des concentrations urinaires de différents métaux mesurés avec à chaque fois très pointillés, donc sur les VBR, donc les valeurs maximales en population générale, et les valeurs et les traits en fait pleins représentent les VBI en fait pour les différents métaux. Donc vous voyez rapidement d'un coup d'œil en fait que pour les métaux qui ont été analysés dans cette étude, on n'avait pas de chantier pollué au mercure dans notre cas. Pour les métaux qui ont été mesurés, on était également très largement inférieur au VBI. Et on était, par contre, parfois on dépassait pour certains agents les VBR, ce qui veut dire qu'en termes de prévention, il restait encore une petite marche à franchir pour faire en sorte que ces salariés de chantier de dépollution n'aient pas de surimprégnation par rapport à la population générale. Mais globalement, ces résultats étaient quand même relativement rassurants pour les métaux et sont, je trouve, assez cohérents avec ce qui vous a été présenté hier, même si ce n'étaient pas les mêmes métaux. Donc ces résultats sont globalement rassurants, ne mettent pas en évidence de surimprégnation. Il y a quelques exceptions néanmoins. On a pu mettre en évidence, je vous parlais des personnes qui gravitent autour de ces chantiers. Les seules personnes chez lesquelles on a mis en évidence des expositions plus élevées, ce n'étaient pas les gens qui faisaient l'excavation, c'était les ingénieurs qui intervenaient ponctuellement sur le chantier, sans protection respiratoire et qui venaient se balader, qui faisaient des prélèvements, des échantillonnages et qui repartaient. C'est chez eux qu'on a mesuré des expositions plus fortes. On a eu également un chantier, on a eu des expositions ponctuelles beaucoup plus élevées aux HAP. Au début, on ne comprenait pas parce que on ne l'avait pas identifié. Et on a compris a posteriori que sur ce chantier pollué, en fait, il y avait une ancienne voie de chemin de fer avec des traverses de bois qui étaient bourrées de créosote. Et ce bois, en se dégradant, avait fini par libérer la créosote dans le sol et avait pollué le sol également d'HAP. Donc là, c'était une sorte de co-exposition. J'accélère parce que je vois qu'il me reste 3 minutes. Pour l'application des enrobés routiers, je vais vous présenter quelques données sur la synthèse des données d'exposition aux fumées de bitume et aux HAP sur plusieurs dizaines de chantiers français qu'on a suivis donc entre 2012 et 2022. Donc c'était des activités très variables allant de la production d'enrobés, l'application de ces enrobés bitumineux soit mécanisés avec des finishers, soit manuels, l'application d'asphalte coulé ou le rabotage d'anciens revêtements. Donc c'est une étude qu'on vient de publier dans la revue Environmental Research, et qui incluait 63 chantiers, près de 300 travailleurs, plus de 620 prélèvements d'air et 130 prélèvements urinaires, donc que j'estime représentatif quand même des expositions professionnelles. Donc ce qu'on a pu identifier dans cette étude, on a pu caractériser le profil en fait, de ces hydrocarbures dans les fumées de bitume et on a pu confirmer qu'en majorité, les fumées de bitume sont composées d'hydrocarbures aliphatiques qui contiennent de 9 à 20 atomes de carbone. Donc ça, c'est très classique en fait pour des fumées de bitume. Ces fumées sont représentées en majorité par ces hydrocarbures aliphatiques qui ne sont pas dénués de toxicité, mais dont la toxicité n'est pas forcément très importante, à moins d'avoir des niveaux d'exposition extrêmement élevés. En ce qui concerne les HAP, sans surprise, on a mis en évidence une très large domination en fait, des composés légers, donc en particulier du naphthalène. Et la bonne nouvelle que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que sur un recul de 10 ans, en fait, on a une évolution des expositions professionnelles, que ce soit aux HAP ou aux fumées de bitume, qui est nettement à la baisse. Sur 10 ans, en fait, les niveaux médians des HAP sur les chantiers qu'on a mesurés ont été divisés par 17, donc c'est vraiment pas négligeable. Les niveaux médians des fumées de bitume ont été divisés par 5. Je n'ai pas le temps de rentrer trop en fait, sur différents facteurs qui expliquent cela, je vais en citer juste 2 ou 3, mais l'évolution est vraiment très favorable en fait, et ça c'est vraiment lié à l'évolution des techniques et à tout le travail de prévention qui est fait et par vous, mais aussi par les entreprises. On a pu mettre en évidence de fortes corrélations entre les niveaux d'HAP gazeux, d'HAP particulières. Par contre, une absence de corrélation totale entre fumée de bitume et HAP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas extrapoler des niveaux d'exposition aux HAP en partant des fumées de bitume, ou vice-versa, on ne peut pas, à partir de mesures d'HAP, extrapoler des niveaux de concentration en fumée de bitume.
Les résultats de la surveillance biologique nous ont permis de mettre en évidence les métabolites qui étaient majoritaires, donc ceux du naphthalène. Par contre, ces métabolites, bien que majoritaires, ils ne sont pas très intéressants et on ne les propose plus maintenant en termes de surveillance parce que les bruits de fond en population générale est tellement important que même chez des gens qui appliquent des enrobés, on reste dans ce bruit de fond populationnel. On n'est pas capable de mettre en évidence un signal plus important chez ces gens-là. Deux marqueurs qui nous paraissent beaucoup plus intéressants avec le recul, ce sont les métabolites du fluorène et du phénanthène qui sont bien mieux corrélés à l'exposition et qui sont moins interférés par le tabagisme. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que le métabolite du benzoapyrène dont on a parlé tout à l'heure, les niveaux de concentration sont extrêmement faibles, à l'exception des chantiers sur lesquels ils font préalablement du rabotage d'anciens revêtements qui, eux, ne contiennent pas de bitume mais qui peuvent encore contenir des goudrons de houille. Donc le seul point de vigilance à avoir, c'est pour ces chantiers qui contiennent le rabotage préalable d'anciens revêtements qui peuvent encore être chargés en goudron de houille et pas en bitume. Je termine en quelques secondes pour vous indiquer donc, les déterminants principaux de l'exposition qu'on a identifiée. Donc, c'était la température d'application. Donc là, la préconisation, elle est simple. Travailler à température tiède, c'est ce que font déjà et c'est ce que développent déjà les industriels. Travailler à température tiède réduit significativement les expositions. Alors, ça pose d'autres problèmes en termes de TMS parce que les enrobés ont tendance à prendre en masse plus rapidement. Donc, les salariés doivent travailler plus rapidement. Mais c'est une variable importante. La proportion de liants, moins il y a de liants, moins il y a d'exposition. Donc là, c'est aussi un compromis. La température extérieure intervenait également. Et puis le tonnage d'enrobé. Donc ces modèles de régression qu'on a mis en évidence permettent d'expliquer une bonne part de la variabilité, donc ce qui permet d'être confiant en fait, sur l'importance de ces critères dans l'exposition professionnelle aux fumées de bitume et aux HAP. Voilà, ça je vais passer. Ma conclusion tient en 3 citations. Donc j'ai choisi un philosophe, un médecin et un sportif. Alors ne voyez pas dans l'ordre d'apparition de ces citations une admiration particulière pour l'un ou l'autre de ces personnes. Donc la première citation, c'est pour vous rassurer, on a parlé de rassurer et de protocoliser. Donc le philosophe, c'est Sénèque qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Je pense qu'on peut l'appliquer à la surveillance biologique. La deuxième citation, c'est un illustre médecin qui était là hier, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, professeur Paul Frima, que j'avais eu l'honneur et le plaisir d'écouter aux Journées Toxilis l'année dernière et qui avait fini sa présentation sur la surveillance biologique en disant « N'ayez pas peur, avancez, faites ». Ça reste tout à fait d'actualité. La dernière citation, c'est celle d'un sportif qui était un basketteur qui disait « Pour apprendre à réussir, vous devez d'abord apprendre à échouer, à méditer ». Merci beaucoup. Bonjour, Martine Brasselet, médecin du travail du SRAS, BTP 31. Voilà, j'ai une question par rapport au mercure. Moi, j'avais la notion que le mercure se retrouvait, alors je ne sais plus, à 100% dans l'atmosphère à 25 degrés. Est-ce que c'est encore vrai ou pas parce que vous avez parlé en fait qu'à température ambiante, il se retrouvait dans l'atmosphère. Oui, mais à partir de quelle température? J'ai pas la réponse précise à cette question. Non, j'ai pas la réponse précise à cette question. On sait qu'il est volatile à température ambiante. Après, en termes de pourcentage, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas si Chloé ou Benoît, qui sont dans la salle, peuvent répondre. Non, vous ne savez pas répondre. Non, j'ai pas de réponse précise en fait sur votre question. Je suis désolé. Notre question. La difficulté pour les enrobés, c'est qu'il y a différents types d'enrobés. Les coulées à chaud, coulées à froid. Pour s'y retrouver, c'est pas évident. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même cette particularité pour les enrobés. Commencez par les coulées à chaud. Si les résultats sont bons pour les coulées à chaud, vous pourrez être tranquille pour un certain nombre de coulées à froid. Mais c'est vrai que c'est un monde en soi en fait avec des techniques. Enfin, on a l'impression, parfois naïvement, quand on commence à étudier, mais c'est comme différents secteurs d'activité, que finalement, on prend du granulat, on rajoute un peu de liant, on chauffe tout ça, on applique, mais en fait, c'est infiniment plus complexe que ça. Il y a énormément de mélanges différents, il y a énormément de techniques, enfin, c'est des procédés qui sont très complexes. C'est un peu de la haute technologie, mais comme dans beaucoup de secteurs. Là, par exemple, ce que vous dites est vrai. Moi, je me rappelle quand on a commencé à travailler là-dessus, les entreprises étaient frileuses, au tout début. Et puis, c'est là où, quand on dit la communication, l'information, c'était pas les médecins qui posaient problème, bien sûr. C'était tous ceux qui sont, mais très haut, des branches.
Et je pense que c'est là où on les a rencontrés. Ils nous ont posé plein de questions. On leur a expliqué ce qu'on allait faire. On leur a expliqué comment on allait rendre les résultats. Et depuis, je ne sais plus, 15 ans maintenant, on travaille tout le temps avec eux. Sans arrêt, ils ont des nouveaux process qu'ils veulent évaluer, etc. Et là, on est allé même au centre de recherche dans certains coins pour rencontrer des chimistes pour pouvoir comprendre. Donc, comme je dis, le relationnel, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Ça, on passe du temps, mais dans tout notre métier, quel que soit ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Excuse-moi, il y a des... C'est comme tout, c'est une relation de confiance. C'est pour ça que j'ai repris le terme de rassurer tout à l'heure. Rassurer, c'est rassurer sur les objectifs et puis apprendre mutuellement ce qu'on peut s'apporter l'un à l'autre. Et la relation de confiance, effectivement, c'est comme tout, elle s'établit lentement. Mais une fois que la confiance est là, ensuite, on peut construire dessus. Bonjour, je suis infirmière en Savoie. J'ai vu dans votre présentation que dans les mesures de prévention pour réduire les HAP et fumées de bitume, on pouvait donc proposer, si possible, de diminuer les liants. J'ai entendu récemment qu'ils essayaient de développer des nouveaux liants, si j'ai bien compris, des fluxants végétaux. Est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de cette prévention ? Ou est-ce que vous avez déjà des premières études pour savoir si ça apporte de nouveaux risques ? Alors là, c'est un petit peu technique comme question. Fluxants végétaux, oui, je sais qu'il y a des travaux dessus. Moi, je n'ai pas de données suffisantes ou pas de données suffisamment importantes pour vous donner une réponse là aujourd'hui devant tout le public. Après, dans les critères qu'on a étudiés, ce que nous ont demandé aussi les industriels, vous savez que les industriels, donc, ils ont aussi pour objectif, par rapport à la gestion des déchets à l'environnement, d'essayer de réutiliser au maximum d'anciens enrobés. Donc dans les questions qu'ils nous avaient posées, ils voulaient savoir si, quand ils réutilisaient d'anciens enrobés qui réchauffaient et où ils rajoutaient des régénérants, ils voulaient savoir si le fait d'utiliser une grande quantité de ce qu'ils appellent des recyclés, donc des agrégats d'enrobés, donc qui sont des vieux enrobés en fait, qui rabotent, qui broient, qui réchauffent et où ils rajoutent des régénérants. Ils voulaient savoir si le fait de réutiliser ces anciens enrobés était associé à des niveaux d'exposition plus élevés. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu démontrer que non. Même si vous réutilisez, enfin dans toutes les mesures qu'on a pu faire avec eux, même si vous réutilisez d'anciens enrobés que vous broyez, enfin vous rabotez, puis vous les broyez, vous les réchauffez, vous les réappliquez, a priori c'est pas plus exposant que si on prend des enrobés neufs. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça permet à la fois de limiter la quantité de liants et de granulats qui est appliquée, donc c'est assez bon pour l'environnement, et d'un point de vue sanitaire, a priori ça limite également les expositions. Enfin, c'est un des critères sur lesquels aussi, j'ai pas eu le temps de tous les citer, mais ça fait partie des déterminants sur lesquels on a travaillé. Tout petit Avec mot les sur industriels. les fluxants végétaux, je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui va être allergisant. Hein, donc, fluxants végétaux, moi, dans ma tête, j'ai attention, il peut y avoir des compositions, si on sait un peu à chaud, d'aldéhyde. On l'a vu dans certains fluxants. Et puis, je dirais, faites attention, par exemple, je sais pas, sur les sols pollués ou moi, je travaillais sur les déchets à un moment où ils pulvérisaient, parce qu'il y a des habitations à côté. Hein. Donc, pour que ça sente bon, on pulvérisait du délimonène. Très allergisant. Donc, pulvérisation et contact cutané, donc irritant asthme et eczéma et peau. Donc, les végétaux, faites attention à tout ce qui est allergie. On a fait quelques mesures lors de la pulvérisation, de l'application d'huile végétale justement sur la table des finisseurs pour nettoyer cet enrobé qui est une substance qui est très collante. Mis à part une exception, sinon les niveaux d'aldéhyde et de formaldéhyde étaient relativement faibles. On avait trouvé une seule huile végétale qui, lorsqu'elle était appliquée chaude sur la table, générait des concentrations importantes de formaldéhyde, enfin, suffisantes pour entraîner des effets irritatifs, mais c'est vraiment un cas particulier, sinon on n'a pas montré de concentration élevée en formaldéhyde lors de l'application de ces huiles végétales. Alors nous sommes obligés de conclure. On a une remarque et une petite question de Brigitte qui était infirmière. Donc ça sera la dernière. Merci pour cette excellente intervention. Est-ce que certaines tâches pourraient être robotisées ? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mécanisées puisque l'alimentateur, donc c'est un engin mécanique, le finisher c'est aussi un engin mécanique, les deux postes du conducteur et du régleur, donc c'est déjà ils suivent en fait et ils surveillent en fait le procédé. Ce qui est, à ma connaissance, mais je prétends pas être le mieux placé, ce qui est, je pense, encore un petit peu
compliqué, c'est plus les tireurs râteaux justement qui sont derrière le finisseur et qui grattent justement au râteau un petit peu pour aplanir cet enrobé sur le bord de l'application. Je ne sais pas, tout à l'heure on parlait d'exosquelette, alors c'est pareil, j'ai pas d'avis particulier ni pour ni contre là-dessus. Votre question, ce à quoi ça me fait penser, c'est éventuellement, alors robotiser, je ne sais pas si ce serait possible, mais au moins soulager en fait les contraintes, ostéo-articulaires pour les tireurs râteaux, ça me paraîtrait une bonne piste en termes de prévention.